Moi, ce que je dis à mes clients, il y a la mission légale, très bien, je suis expert comptable, heureusement que je sais faire des comptes justes, ne t'inquiète pas, tes comptes seront justes. Des déclarations de TVA, on sait en faire, et en plus avec la facturation électronique, j'ai envie de te dire, c'est un sujet qui devient de moins en moins important. Par contre, là où je veux créer de la valeur, le boulot que j'aime faire, c'est te conseiller, t'accompagner dans ton développement, réfléchir sur ton pilotage, et surtout, la compta, c'est de la data. L'obligation légale, elle donne cette data. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'analyser et c'est de se dire ce qu'on peut en faire et de créer des indicateurs business. J'insiste sur le business. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir car je suis avec une expert comptable. Alors, j'ai pas envie de dire pas traditionnelle, mais en tout cas avec une image que j'aime beaucoup, qui donne un souffle un peu différent à la profession d'expertise comptable. C'est très normé, très carré. Je dis pas que tu l'es pas, hein, Laura. Mais en tout cas, l'image véhiculée, elle est plutôt cool. Merci d'être là et bienvenue. Mais merci à toi Nico, de me recevoir. C'est un plaisir. On va faire une espèce de petite masterclass, hein, une espèce de revue de ton histoire. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable? T'as bossé chez une boîte qui s'appelle Compagnie Fiduciaire. Oui, tout à fait. T'as depuis quelque temps créé une nouvelle aventure qui est la tienne, la personnelle, et donc j'aimerais bien comprendre l'évolution de ton histoire. On en discutait un petit peu juste avant, tu m'as dit, j'ai commencé en tant que collab et puis finalement j'ai monté toutes les gammes pendant 6 ans pour arriver proche d'une association, et puis t'es parti créer ta propre histoire et j'aimerais bien qu'on puisse creuser un peu ton parcours. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable? Quelle est la folie qui t'est passée par la tête? J'ai pas commencé par ça. Ok. Ça vient pas tout de suite. Non, si tu veux, moi j'ai d'abord fait du droit. Du haut de la maturité de mes 18 ans, j'ai pris la fac de droit qui était à côté de mon lycée. Et tu vois, l'image de l'avocat, je trouvais ça un peu plus stylé. C'est classe. Que l'image de l'expert comptable qu'on connaissait moins, on va dire. J'ai fait une année, j'ai validé un semestre. La deuxième était, on va dire, plus cool parce que j'avais validé un semestre. Et un jour, je me suis réveillée. Mais j'ai vraiment vu la lumière. Je me suis réveillée et je me suis dit, mais attends, c'est pas ce que je veux faire de ma vie, je veux pas faire que du droit. Je veux avoir un métier diversifié. Et là, j'ai repensé à mon grand-père, pour tout te dire, qui était comptable et qui est après devenu entrepreneur. Ça a toujours été un modèle pour moi. Je me suis dit, mais sa vie, elle était quand même top. Parler avec des clients, les conseiller, tu vois, avoir un rôle, créer de la valeur, sans sauver des vies, je le rappelle. C'est important. Et je me suis dit, ok, je rentre. Par contre, je sors de là, donc de l'ENOS, je deviens expert comptable. Je ne voyais pas d'autre solution. C'était l'expertise directe. Qu'est-ce qui a fait que t'as switché ou alors t'as été un peu rebuté par ces études qui sont... c'est assez majestueux. Tu te dis, purée, avocat, c'est vrai que c'est stylé. Qu'est-ce qui a fait que t'as switché? Alors, j'ai bien compris l'histoire de cette personne. C'était quoi un peu ton approche ou ton appréciation avec la matière, voilà, plutôt, la thématique? Justement, en fait, au début, je cherchais le style. Et après, j'ai rencontré la technique. Et j'aime beaucoup le droit. Mais c'était que du droit et c'était pas assez diversifié. Et ce que j'apprécie beaucoup quand tu es expert comptable, c'est qu'en fait, même quand tu le deviens, tu peux choisir ta spécialisation, qui rejoint un peu les matières que tu retrouves, tu vois. Moi, je suis plus allée vers la finance, alors que c'était pas mon dada à l'école, pour le coup. C'est l'expérience professionnelle qui m'a fait aller dans ce sens-là. Tu peux choisir d'être plus dans la gestion patrimoniale. Tu vois, en fait, même à la fin, tu peux encore sur le terrain choisir la spécialisation que tu veux avoir. Et c'est cette diversité qui m'a atterri, que je ne retrouvais pas dans du pur droit. Tu dis que dès que tu es rentré chez l'ENOS, tu te dis expert comptable ou rien. On parle de 8 ans quand même pour arriver. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est exactement ce que je dois faire et comment je vais faire pour tenir? Parce qu'on pourrait se dire ah, purée, c'est long, je vais abandonner en cours de route. Toi, tu étais déter. Ouais, mais c'est comme un marathon. Quand tu commences ton marathon, tu vas le finir. Écoute, c'est un peu le même principe pour moi. C'est qu'en fait, je voulais atteindre ce sommet-là. Ce que j'entreprends, j'aime bien le terminer correctement. Et c'est des études qui sont vraiment difficiles. C'est des études qui demandent une vraie discipline. Comme tu dis, c'est long. Il y a plusieurs matières. Tu joues un peu tout à la fin de l'année. Donc si tu vas pas avec cette conviction, en tout cas moi, dans mon caractère, j'avais besoin de cette conviction pour me donner la force et pour me dire, j'y arriverai. Et au pire, je repasse l'année prochaine parce qu'il y a aussi l'avantage du système de se dire c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais, de ouf. Vois C'est clair. Donc, c'est la conviction. En fait, c'est me dire que
j'y arriverai quoi qu'il arrive, qui me fait réussir. Donc tu t'es dit, je serai expert comptable, déjà. Oui. Ok. Est-ce que tu t'es dit, je vais ouvrir mon cabinet, je vais être salarié? Est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire une fois que tu serais diplômé? Je rêvais d'ouvrir mon cabinet, mais je savais pas trop. Franchement, je savais pas trop. J'attendais le terrain pour me créer une opinion. Quel type d'étudiante étais-tu? Parce que j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, j'ai envie de creuser cette partie-là. Je sais pas si c'est bon à... Balance, allez, on y va. Allez, j'y vais. Alors, j'aimais beaucoup les profs. J'ai toujours eu... Tu vois, moi, j'ai une mère qui est orthophoniste. Ok. Donc, le respect des profs, c'est un truc qui est hyper important dans mon éducation. Maintenant, j'ai un petit sujet. Quand je suis pas assez occupée, je fatigue et je peux avoir tendance à me laisser aller à quelques étourderies, notamment en cours d'anglais. Donc, si tu veux, j'étais pas l'élève, j'étais là à tous les cours. Parfois, j'étais un peu dans la lune, etc. Par contre, les 3-4 derniers mois avant l'épreuve, là, je passais en mode soldat. Ça veut dire que là, je coupais toute vie sociale. Je retrouvais les cours que j'avais pris, je refaisais mes fiches. En fait, c'était le final du marathon, tu vois. Et donc, avoir été comme ça toute l'année, ça m'a permis, moi en tout cas, de tenir un peu ce rythme où j'arrive pas à être à 200% toute l'année. Alors, je trouve ça intéressant de ce que tu relèves ici, parce que même s'il y a beaucoup de professionnels qui écoutent le podcast Les Guides des Chiffres, il y a quand même quelques étudiants. Et souvent, cette filière, parfois, elle peut faire peur. Mais en réalité, il n'y a pas une manière d'y arriver, il y en a plusieurs, tu vois. Complètement. On peut être très bon élève tout le temps, et donc on travaille bien tout le temps, et on cartonne à chaque fois, et donc à la fin, aux examens, why not? On peut bachoter aussi toute l'année, et puis à l'examen, et puis ça peut aussi marcher. Et puis on peut... avoir, si je reprends un peu tes mots, avoir un peu la tête parfois dans les nuages, et puis de se dire en même temps, vas-y, 3 mois avant l'échéance, je cartonne tout et je défonce tout, et ça, c'est parti. Donc, on dit souvent que l'expertise comptable, c'est un ascenseur social, mais en fait, on peut y arriver aussi de un peu plusieurs manières, quoi. Ouais, carrément. Pour moi, le vrai secret, c'est de se connaître et c'est de s'accepter. Ça veut dire que, en fait, moi, je sais que je suis comme ça. Je l'ai appris au fur et à mesure de ma vie scolaire. Je peux pas être à fond, 100%. Sur un an. Mais donc, en fait, à partir du moment où tu te connais, tu sais que tu marches à la pression, ce qui est mon cas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, la pression les paralyse, tu vois. Moi, au contraire, ça me motive. Mais à partir du moment où tu te connais, tu peux agir en te suivant. Si tu essaies de faire trop comme les autres, sans te regarder toi-même dans un miroir, bah, c'est là où tu peux te perdre pour moi. Mais tout le monde a la capacité, tout le monde est totalement capable, ça demande de la discipline. Avec du travail, c'est complètement possible. Encore faut-il se connaître, et c'est ça le vrai job. C'est de se dire, ok, moi je suis comment ? Ouais, alors, je trouve ça hyper intéressant. Je tournais un épisode hier avec une fille qui s'appelle Marie Gandouet, qui était associée France chez Mazars. Okay. Et ce qui était intéressant avec cette histoire, c'est qu'elle me dit, c'est important de se connaître. Sauf que se connaître, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'on a la sensation de se connaître, mais en fait, on se connaît souvent quand on vit des épreuves et on se voit à peu près comment on les affronte. Comment toi, tu as fait justement pour faire ce petit travail d'introspection, pour te dire, je suis comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as vu ou que tu l'as senti, tu vois? Le droit m'a aidée. Tu vois, j'ai commencé à 20 ans quand même, parce que j'ai fait 2 années, dont une un peu sabbatique, pour être honnête avec toi. Good life. Mais voilà, écoute, après, j'ai vraiment bossé, j'ai tout fait comme il fallait. Avant, je me suis un peu... Voilà, j'ai reculé pour mieux sauter. Mais c'est mes années de droit, où en fait, tu te rends compte face à des échecs. Quand j'ai pas validé un semestre, je me suis dit, qu'est-ce qui n'allait pas ? Et j'ai pas arrêté toute l'année. Et honnêtement, c'est les échecs qui te font apprendre. Je crois pas on puisse apprendre énormément dans la victoire. On est heureux, c'est génial, mais c'est les échecs qui permettent d'apprendre. Où c'est vraiment de passer, tu vois, sur le fil du rasoir, où là, tu dis, bon, là, j'ai eu de la chance, parce qu'à la fin, ça se joue, il y a aussi le facteur chance. Mais voilà, c'est vraiment l'échec qui permet un peu de se challenger, pousser dans ses retranchements. Bon. Ouais, c'est vrai, parce que quand tu réussis quelque chose, bah, tu avais la bonne méthode, donc tu sais ce que tu as fait pour y arriver, tu vois. Ouais, mais quand tu as échoué, purée, il y a une petite, un truc un peu douloureux en soi-même qui nous marque un peu l'esprit, donc je comprends ce que tu dis. J'ai quand même une question à te poser. Quand tu as été diplômé d'expertise comptable, c'est quoi l'émotion que tu as ressentie? Et raconte-nous un peu les résultats, comment ça s'est passé, et qu'est-ce que tu as fait juste après? Alors, j'étais au bureau, à la compagnie fiduciaire, je bossais. J'ai une collègue qui était en vacances, elle me demandait mes résultats, etc. Et je cliquais et le site ne marchait pas. C'était horrible. La date, je sais pas, c'était midi,
il était genre 12h08, et c'est les 8 minutes les plus longues de ta vie, parce que je te rappelle qu'à 20 ans, je me suis dit, là j'en avais 28, enfin tu vois, c'est 8 minutes, c'est long, quoi. C'est long. Et ça fonctionne pas et tout. Et ma collègue, qui est une proche aussi, tu vois, elle me dit, attends, c'est affiché. Et elle a retrouvé une photo de quelqu'un qui l'avait mis sur, je sais pas quel site de compta, qui était allé au centre des examens, qui avait pris la photo. Et donc, je vois littéralement Belaïch Laura, née le 18 mars 90, sur une photo. Et je me dis, non, il y en a peut-être une autre. Déni total. Je me suis dit, je ne peux pas, si c'est pas écrit sur l'ordinateur, tu vois, c'est pas possible. Ouais. Et donc, je vais voir, tu vois, Peyo, qui est un associé de la compagnie fiduciaire, qui m'a toujours accompagnée, avec qui j'ai bossé. Et je le remercie pour la chance qu'il m'a laissée, tu vois. Je vais le voir et je lui fais, écoute, Peyo, il me dit alors et je lui dis, écoute, ça marche pas. Je lui dis pas pour la collègue. Parce qu'il va me dire c'est bon et moi je peux pas conclure sans être sûre. Et donc je lui dis et tout, il me fait mais Laura, qu'est-ce que tu fous là ? T'y vas ? Et je fais mais il y a le boulot, il y a les dossiers. Il me fait mais non, tu y vas. Tu y vas maintenant, c'est plus important, c'est ton avenir. Je dis ok. Et dans les escaliers, je reçois plein de gens qui m'envoient félicitations. Et en fait, les gens avaient vu et donc j'ai vécu cet ascenseur émotionnel. Ah, trop ouf. Et c'était génial. Et là tu dis ok, maintenant j'ai le permis. Ouais, c'est ça. J'ai le permis. Ouais, c'est ça. Je peux apprendre à conduire. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Je te jure. J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. Donc, si je fais la rétrospective un petit peu en arrière, donc toi, tu deviens diplômé d'expertise comptable à partir du moment où tu fais ton expérience chez Compagnie Fiduciaire. C'est quoi un peu cette rencontre ? J'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal bouleversé ta vie, tu vois. Elle t'a vachement aidé à te développer aussi professionnellement. Raconte-nous un peu les prémices, parce qu'on le disait, hein, tu as fait pas mal de gammes. Là, je suis sur ton profil LinkedIn aussi. Tu as bossé sur plein de missions assez diversifiées. Raconte-nous un peu cette entrée en matière et comment on peut analyser un peu ton évolution. Donc, si tu veux, moi, j'ai fait mes armes dans un cabinet à taille humaine, techniquement hyper intéressant. On m'a laissé ma chance et je les en remercie d'ailleurs. Mais ça manquait que digital. Beaucoup de papier. Je cherchais un cabinet digitalisé. C'était hyper important pour moi. Je voulais être à la pointe du métier. Et donc, je me renseigne et Compagnie Fiduciaire, vraiment, a lancé pas mal d'actions sur le sujet et communique beaucoup, etc. Je rejoins Compagnie Fiduciaire en novembre 2016. Le site de Paris, il y avait peut-être une vingtaine de collaborateurs. Peyo était associé justement de la Compagnie Fiduciaire et dirigeait le site de Paris. Et il y avait un autre associé, mais j'ai plus travaillé avec Peyo. Et hyper leader dans le développement. Et le site, tu vois, explose. Hyper croissance. Et en fait, moi, je me retrouve en bossant beaucoup et parce qu'on me donne ma chance. Donc, c'est un peu la croisée des deux, si tu veux, à être collaboratrice, chef de mission, directrice de mission et même directrice adjointe par la suite. Et en fait, on a vu des missions se créer, dont la mission, tu vois, de DAF part-time, de direction financière externalisée, où tu vois un peu les prémices comme ça d'une mission se construire. Je sais pas si tu veux qu'on en discute. Bien sûr, on y va, attaque. Allez, j'attaque. Bon, j'en suis pas fière. Mais le postulat, c'est quoi ? C'est que tu as des clients, tu donnes à fond, et là, tu vois qu'ils embauchent un directeur, une directrice financière à temps partagé. Et là, tu te dis, mince, j'ai pas été bon quelque part, parce que je sais faire. Parce que la gestion de la data, de la donnée comptable, c'est quand même notre métier. On est quand même expert comptable, on est des généralistes, mais sur ça, on est spécialiste quand même. Et là, tu vois, ça nous échappe. Et en fait, y a plusieurs constats. Un, on le dit pas. On dit pas qu'on sait faire. Je sais pas s'il y a un syndrome de l'imposteur sur la partie finance quand on se dit mentalement on est expert comptable. Pourtant, l'ordre pousse beaucoup. Mais moi, en tout cas, naturellement, je le disais pas. Et après, c'est aussi une posture, tu vois. Être celui qui demande les justifs, c'est en même temps compliqué de se dire, ok, t'es celui qui demande les justifs, et en même temps, t'es celui qui fait de l'analyse financière et qui crée énormément de valeur. Mais résultat des courses, on perdait des missions. Les clients payaient plus parce qu'ils payent les temps doublons. Ils payent les temps où l'expert comptable parle avec le directeur financier, et je suppose que la réciproque est également vraie, tu vois.
Et en fait, là, il y a eu un peu une construction de cette mission à laquelle j'ai assisté et participé. Et c'est passionnant comme mission. C'est des missions qui sont hyper créatrices de valeur, qui donnent des opportunités de développement pour la profession qui sont incroyables. Et en fait, on sait faire. Je trouve ça dingue ce que tu me racontes, parce que dans les études, tu vois, tu fais de la finance, tu fais de la compta, tu fais du contrôle de gestion, et on catégorise ou catalogue l'expert comptable comme un spécialiste de la comptabilité. Et ce qui est dingue, c'est que ça paraît pas intuitif de se dire que pour l'analyse de la data, tu vas faire appel à ton expert comptable. Je trouve ça super chelou en fait, parce que moi aussi j'ai vécu cette expérience, et je t'en parlais en off justement, que moi j'ai un cabinet d'expertise comptable, et puis j'ai dû prendre aussi un DAF à temps partagé. Mais pour moi, j'étais en weekly avec mon DAF part-time, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Comment ça se fait qu'on arrive dans une situation qui est la suivante? C'est pas normal en fait que tu dois te diriger vers plusieurs interlocuteurs. En tout cas, c'était mon approche, parce que je sais à quel point normalement, la compétence, elle est là, quoi. À ton avis, parce qu'il y a quand même une petite espèce de petite concurrence là entre les experts comptables et les DAF part-time, mais en plus un DAF part-time, il n'a pas besoin d'être inscrit à l'ordre des experts comptables aussi, tu vois. Donc moi, je peux faire ça tranquille. C'est une boîte de consulting en fait. Exactement. À ton avis, comment pouvons-nous faire, ou comment les experts comptables peuvent avoir cette étiquette DAF part-time, genre comme une espèce d'évidence dans l'esprit du client? Je pense que déjà, il y a un sujet d'image plus global, sur lequel l'ordre lance énormément d'actions. Tu vois, tu as beaucoup d'actions qui sont menées un peu pour changer l'image de l'expert comptable. Ouais. Les experts comptables médiatisés ne sont pas tous des personnes qui ont un costard... Bon, je ne vais pas m'étaler, sinon je vais avoir... L'homme blanc, moi je vais le dire, l'homme blanc, des costard, 50 ans et tout. Mais voilà, tu peux avoir un cliché, tu as une réalité, et vraiment sur la réalité, je trouve que l'ordre lance beaucoup d'actions. Tu as des experts comptables beaucoup plus diversifiés qui sont de plus en plus visibles, mais de changer les mentalités, ça met du temps. Et pas que à la place des experts comptables, à la place de l'image que les gens en ont, tu vois. Moi, quand je suis en soirée et je dis je suis expert comptable, les gens, ils hallucinent. Alors qu'ils hallucineraient pas de m'entendre dire je suis avocate. Ouais, tu vois, c'est certain. Donc, il y a vraiment un travail de changement de mentalité à faire qui est vraiment en cours, et moi j'y crois à fond, surtout avec la casquette digitalisation sur laquelle on pousse énormément. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est difficile d'être celui qui demande les factures, qui est un peu emmerdant en fait, qui t'annonce ta déclaration de TVA, qui t'annonce la mauvaise nouvelle, et celui qui crée de la valeur, qui pousse au conseil. Et donc, il faut vraiment... Je pense dans son accompagnement, en tout cas, moi, c'est ma posture. Moi, ce que je dis à mes clients, je leur dis, écoute, il y a la mission légale, très bien, je suis expert comptable, heureusement que je sais faire des comptes justes, ne t'inquiète pas, tes comptes seront justes. Des déclarations de TVA, on sait en faire, et en plus, avec la facturation électronique, j'ai envie de te dire, c'est un sujet qui devient de moins en moins important. Par contre, là où je veux créer de la valeur, le boulot que j'aime faire, c'est te conseiller, t'accompagner, dans ton développement, réfléchir sur ton pilotage, et surtout, la compta, c'est de la data. L'obligation légale, elle donne cette data. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'analyser, et c'est de se dire ce qu'on peut en faire, et de créer des indicateurs business. J'insiste sur le business, tu vois, opérationnel, réel. Et c'est ce discours, pour changer les mentalités, que tous mes consoeurs et confrères ont, hein, mais qu'on doit marteler. Et je pense moi, je suis sûre qu'on y arrivera. Juste, ça demande un peu de temps. Si on prenait un espèce de cas d'usage pour faire cette partie vraiment masterclass en mode, OK, je dois créer une mission de DAF à temps partagé, tu vois. Ou alors cette mission de DAF externalisée. Donc, en gros, tu es dans un cabinet et tu as créé cette offre, en fait. Tu l'as fait chez Compagnie Fiduciaire. Donc, alors, je ne l'ai pas faite chez Compagnie Fiduciaire, il y avait Payo, pour être juste, mais... J'ai écrit mon mémoire sur un sujet très proche. Donc tu peux y aller. Donc, du coup, comment faisons-nous pour avoir cette transition entre j'ai la mission légale, je la transforme en mission exceptionnelle pour avoir une analyse, une vision de la data de l'entreprise. Comment je fais pour la vendre, la pricer, et aussi comment je peux faire pour avoir ce résultat attendu? Quelles sont toutes les étapes?
obligatoire pour avoir ce résultat. Excuse-moi Laura, je te fais 1000 questions en une question. Là, t'as 20 minutes. Là, y a pas de problème. Ok, dis-moi si j'en oublie une. Ma première réponse, c'est te dire, tu fais comme toutes les boîtes prestataires de services. Pas expert comptable, prestataire de services. Ça veut dire tu mets en place une stratégie marketing. Première chose. Qui est ta cible ? Tu vois, à qui tu t'adresses ? Est-ce que tu vas t'adresser à quelqu'un qui vient d'ouvrir sa boîte, qui n'a pas encore de chiffre d'affaires ? Non, parce qu'il adorerait être accompagné par toi, mais il n'en a pas les moyens. Est-ce que tu t'adresses à une boîte qui fait 300 millions de chiffre d'affaires ? Pas forcément, parce qu'elle a déjà internalisé la fonction, parce qu'elle a les moyens de payer le DAF à temps complet. Ceux qui ont un besoin, c'est ceux qui sont en développement, qui n'ont pas besoin d'un DAF à temps complet, mais qui ont un besoin de suivi financier. Et là, déjà, tu cibles. À qui tu t'adresses ? Qui est ton persona ? Par rapport à ça, tu mets en place quand même un plan marketing. De quelle façon tu t'adresses ? De quelle façon tu dis « coucou, j'existe ». Donc, tu peux avoir les missions existantes où tu fais un peu de la croissance organique, tu vois. Tu descends ton portefeuille client, tu as mis en place des critères dans le cadre de ta stratégie, niveau de chiffre d'affaires, projet, est-ce qu'ils font de la croissance externe, est-ce qu'ils vont faire des levées de fonds, tu vois, par exemple, dans le cadre de levées de fonds, généralement, tu vas avoir des obligations de comité stratégique derrière qui vont demander une information financière. Donc, tu mets en place des critères, tu les coches, tu regardes sur ton portefeuille client qui est concerné et tu leur dis « coucou, j'existe ». Mais pour leur dire « coucou, j'existe » et pour être sérieux, tu as quand même fait quelque chose, tu as quand même donné un livrable. Donc, tu donnes un livrable de un peu, tu vois ce que tu génères, tu mets ça sur ton site internet et tu en parles. Mais vraiment, j'essaie de répondre à toutes les questions. Bien sûr. Mais en gros, c'est stratégie, définition de la cible, marketing, livrable de présentation, très important. Et après, moi, le point de cette mission que je trouve hyper impactant auprès des clients, c'est de leur expliquer que c'est une offre modulable. Elle est par briques. Tu veux quoi ? Tu veux suivre ton compte de résultat, ta trésor, tu veux le réaliser, tu veux le prévisionnel, tu le veux tous les mois, tu le veux tous les 15 jours, tu le veux tous les trimestres. Nous, on facture au temps passé ou on facture par livrable, peu importe. Mais on s'adapte. Et c'est ça un DAF à temps partagé. C'est quelqu'un qui s'adapte par rapport à ta demande. Et en fait, plus ça avance, plus ton besoin peut être important. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier, et que mes consoeurs et confrères savent très bien, tu vois, un client qui grandit, c'est un expert comptable qui bosse plus. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Alors, j'ai bien aimé cette approche aussi, analyse, avoir la stratégie pour savoir à qui tu vas t'adresser. Et puis, tu vas aller faire un petit peu une revue de ton portefeuille parce qu'en fait, c'est plus facile de s'occuper de ses clients existants que d'aller en chercher d'autres. Bien sûr. Et de nouveau. En plus, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que dans une direction administrative et financière, donc il y a la partie compta, il y a la partie fiscale, il y a la partie légale, il y a la partie financière, la finance d'entreprise, il y a la partie gestion, contrôle de gestion. Bien et sûr. en fait, tu peux aller un peu tacler toutes ces missions. Et en fait, quand tu dis que tu peux le prendre par briques, c'est que tu peux dire, je te structure d'abord ta revenu analytique du mois, et puis je peux te faire des budgets, et puis je peux te faire d'autres choses. Et quand tu dis que ça grandit, c'est là où tu peux apporter des missions supplémentaires. Ouais, t'ajoutes des briques. Pour pouvoir faire ça, c'est quoi la matière première dont le DAF à temps partagé ou alors l'expert comptable a besoin ? Tu vois, en gros, tu vois, comme je suis entrepreneur, j'ai été comptable, j'ai été directeur financier, donc je connais un peu tout ce qu'il faut. Il faut quand même avoir un onboarding pour avoir la matière première pour pouvoir faire tout ça. C'est-à-dire, tu parles des collabs ou Non, plutôt de la partie, il te faut les informations chiffrées pour pouvoir faire ce travail. De quoi avons-nous besoin pour créer ce service DAF part-time ? C'est quoi la matière première ? C'est les chiffres que tu utilises pour ta compta. En fait, tu l'as déjà, ta matière première. C'est là où je te dis que c'est frustrant, c'est que tu l'as déjà. À partir du moment où tu fais les comptes, tu as déjà le chiffre d'affaires, tu te connectes généralement à l'outil pour récupérer, tu dois t'appuyer sur ta data chiffrée. Et c'est vrai, si je devais ajouter un point, tu dois échanger avec le dirigeant ou la dirigeante. Tu dois être plus proche du chef d'entreprise pour atteindre cette posture de business partner qu'on peut avoir un peu de difficulté à atteindre quand on a plein de dossiers, quand on n'a pas le budget, etc. Tu pars de la data chiffrée, mais tu lui donnes un sens aussi par les échanges que tu as. Je vais te donner un exemple concret. Tu fais un reporting. Bon, très bien, un reporting, en gros, c'est un beau mot en anglais, tu vois, mais c'est une compta à jour, c'est un bilan, c'est une situation comptable. Ça, c'est en plus moche. Mais bon,
C'est ça, en gros. Mais c'est pas très intéressant. L'idée, c'est les indicateurs de performance que tu vas identifier en amont avec la direction. Et de performance, c'est pour ça que j'y reviens, je marque un temps, business. C'est de dire comment tu peux créer de la valeur pour la direction et pour les équipes en dessous. Est-ce que tu peux pas aider, par exemple, le service commercial à suivre des résultats chiffrés ? Tu vois, les commerciaux, ils closent plein de deals et ils ne se rendent pas compte que les clients, finalement, refusent 3 mois après. Et toi, ça, tu le vois parce que ça crée des avoirs. Et donc, à partir du moment où tu échanges avec la direction, où tu vois qu'il y a ce problème, tu peux aider les sales derrière à performer et à se dire, ok, mais en fait, j'arrive à closer, mais les gens ne restent pas. Donc, j'ai un problème aussi, peut-être pas de sales, mais d'account manager, tu vois, de dire, il y a un sujet dans la gestion des comptes. Et là, en fait, tu peux déclencher des actions hyper concrètes dans une boîte. Et ça crée une valeur qui est vraiment forte, je pense. Laura, tu discutes pas comme beaucoup de personnes de la profession, je dois te le dire. C'est comment tu développes cette culture, tu vois, parce que là, ça se voit que tu as une grosse culture business de l'entreprise. Comment fonctionne une boîte ? Comment tu fais pour te mettre à ce niveau-là ? Car quand on fait 8 ans d'études dans l'expertise comptable, en tout cas 5 ans et plus 3 ans de stage, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas, mais parce que c'est ce que j'aime. Désolée, c'était pas incroyable, mais non, mais c'est ce que j'aime. En fait, c'est là, moi j'aime être au plus proche du développement. C'est aussi ma carrière, tu vois, qui m'a permis, ma modeste carrière vraiment jeune, hein, mais qui m'a permis de dire, ok, moi je veux créer de la valeur. Quand j'ai conseillé un truc et que j'ai un client qui me dit, hyper intéressant, ça va trop m'aider, merci. Tu vois, moi je rentre chez moi, je suis bien, je suis contente. Si j'ai un client qui est insatisfait pour une raison, j'en suis pas fière, mais je rentre chez moi et je suis pas toujours contente. Ça m'embête. Alors après, tu vois, avec le temps, j'ai un mari, j'ai un petit garçon, voilà, j'ai mes priorités. Mais c'est créer de la valeur, tu vois, qui me fait vibrer. Alors évidemment, il faut le budget nécessaire, mais c'est créer de la valeur et donc c'est l'expérience que j'ai approfondie parce que je suis toujours allée chercher ça. Et donc, je suis toujours passée par le digital. En tout cas, c'est ce vers quoi je tends pour optimiser les tables à faible valeur ajoutée. Comme ça, je peux avoir de la dispo pour ça, pour prendre en compétence sur ces sujets qui m'intéressent plus, en fait. Du coup, ça veut dire que tu as des compétences assez généralistes, tu vois. Tout à fait. Puisque tu parles de sales, tu emploies des mots qui sont adaptés à un service d'une entreprise. Oui. Tu parles au début, il faut identifier son persona, une stratégie marketing. Là, tu parles comme un marketeur, tu vois. Oui. Alors qu'à la base, tu as fait de la finance. Comment, du coup, tu as fait pour aller chercher ces briques de compétences qui sont, pour moi, c'est une masterclass. Hein. Tous les collaborateurs doivent faire ce travail-là parce que, en gros, tu fais la compta, c'est cool, mais en fait, la compta n'est que la traduction de tout ce qu'on raconte Bien là sûr. À l'instant. Et donc, si on veut apporter de la valeur, il faut savoir comment ça marche. Comment tu as fait justement pour te développer d'un point de vue développer ta culture sur tous ces sujets-là ? En fait, c'est parti d'un besoin. Chez Compagnie Fiduciaire, à un moment, j'avais un intérêt, si tu veux, à aller chercher des clients. Et même en tant qu'expert comptable, ça fait partie du job. Un expert comptable, c'est de la technique, c'est du management et c'est de l'acquisition client. C'est ces 3 points. Après, tu peux être un excellent technicien. Enfin, c'est ma pensée, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais tu peux être un excellent technicien, donc peut-être que tu peux te permettre d'être un très mauvais manager. Tu vois, voilà, ça compense. Moi, je me trouvais un peu normale partout, et mes commerciales, je ne savais pas comment faire. Franchement, ce que je te disais en off, tu vois. Mais moi, mes copines, c'est des artistes, elles sont fantastiques, mais pour le développement de groupes de société, c'était moins possible, si tu veux, dans mon réseau. Et donc, je me suis dit, comment ? Et je sais que tu l'as reçu, je crois qu'il y a un moment, et je bosse avec Nina Ramen, que je connais depuis pas mal d'années. Et je l'ai appelée. Et je lui ai dit, écoute, elle, qui est une vraie marketeuse, et franchement, elle est brillante, cette fille, tu vois. Je lui ai dit, mais à ton avis, est-ce que sur LinkedIn, je te vois... Mais vraiment, touriste, hein, j'assume, touriste total. Je te vois faire tes trucs... Est-ce qu'il y a des experts comptables ? Est-ce qu'il y a de la place ? Comment ça marche ? Bonjour madame, tu vois. Et elle me dit, t'as un boulevard. Il n'y en a pas beaucoup, le langage, il n'est pas accessible, la compta, tu vois, elle est hyper franche, elle a raison, elle est percutante, et c'est ça qui est génial, ça fait progresser vite. T'as un boulevard, et la compta, c'est très compliqué, ça fait peur à tout le monde, c'est berk. Et donc, je me dis, ok. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à poster. Et donc, vraiment poussée par elle, tu vois.
Et elle m'a dit, ok, je commence par quoi? Elle me fait, les gens, ils doivent te connaître. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi? Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis expert comptable, je veux pas raconter ma vie. Je veux pas raconter ma vie perso. Je respecte, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais moi, j'ai une déontologie, tu vois, qui est très importante. Et même de mon caractère, c'est pas le but. Mais par contre, des petites astuces techniques, de montrer à quoi peut servir la compta, ça, je trouve ça cool, parce que, tu vois, je me rapproche de ce que j'aime. Et donc, elle me fait, tu postes tous les jours. Et de temps en temps, elle me disait, ça, c'est top, ça, c'est nul, ça, c'est top. Elle m'expliquait un peu les accroches, un peu, même un petit call to action à la fin, tu vois, des techniques comme ça. Et j'ai dit, OK. Et en fait, voilà, moi, mon fils, qui est totalement parfait, formidable, que j'embrasse et que j'aime, a eu des petits problèmes de sommeil. Donc, il n'aimait pas trop la nuit. Voilà, c'est un fêtard. Et donc, en fait, si tu veux, moi, je le mettais dans mes bras, je prenais mon portable et je me disais, OK, j'ai fait quoi aujourd'hui? Je préparais des posts. Et c'est comme ça, en échangeant avec les gens, avec les entrepreneurs sur LinkedIn, en s'ouvrant, que j'ai pu progresser sur cette partie. C'est pas le top encore pour moi, sincèrement, mais j'ai pu progresser grâce à ça. D'ailleurs, je recommande aussi les gens qui veulent comprendre aussi ton approche, mais aussi qui veulent en apprendre sur des sujets concrets, de pouvoir suivre ton compte LinkedIn, Laura Belaïch. De toute façon, on mettra tout dans les descriptions de l'épisode. Parce que moi aussi, je suis créateur de contenu sur les réseaux et sur LinkedIn, et je maîtrise plutôt pas trop mal ces sujets-là. Et je trouve qu'il y avait une vraie finesse dans la pédagogie de tes posts. Merci beaucoup. Où ça apporte de la valeur, mais c'est à peu près, c'est à ton image en fait, hein, tu vois, c'est carré, c'est en même temps c'est détendu, tu vois, ça apporte de la valeur, et je trouve que c'est cool, donc allez-y partout là sur YouTube et podcast. Merci beaucoup Nico, tu vois, je vais entrer de bonne humeur ce soir, je te remercie. Cool. Pour cette partie en tout cas marketing, tu as pratiqué par toi-même, donc tu t'es dit il faut que je rentre du business. Comment je vais faire? Je vais utiliser une stratégie, je discute avec une copine, elle me donne 2-3 astuces, j'implémente. Et est-ce que ça t'a apporté du résultat du coup, concrètement? Est-ce que tu as rapporté du business, cette stratégie LinkedIn? Ça m'a apporté du business. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens qui te suivent sont des gens qui apprécient ton contenu. Et donc, comme ils apprécient ton contenu, ils connaissent ton nom. Et le jour où ils cherchent un expert comptable, alors évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, tu as un pourcentage, etc. Mais en fait, naturellement, ils vont te poser la question. Et après, quand tu commences à avoir beaucoup de personnes qui te demandent, tu mets en place un process. Ce que je ne faisais pas au début. Au début, j'appelais tout, je disais oui à tout le monde. Et finalement, c'était des gens qui ne recherchaient pas un expert comptable comme moi. Tu vois, c'est une rencontre. Et donc, en fait, les gens pensent à toi, viennent vers toi. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont déjà qualifiés parce qu'ils apprécient ton contenu. Donc, en plus, toi, tu travailles avec des gens avec qui les choses fonctionnent très bien et avec qui ça se passe bien. Donc, c'est une forme... en fait, ce marketing permet de qualifier ton lead. Et je le fais très sincèrement pas assez bien. Il faudrait que je sois quand même plus rigoureuse. Mais si tu veux, avec un enfant comme ça, c'était pas le max de la rigueur. Je comprends. Je te donne pas les horaires. Mais voilà, ça permet quand même de qualifier ton lead, de donner une acquisition, un canal d'acquisition. Et après, en fait, selon tes critères, tu vois, moi, je demande le chiffre d'affaires, je demande s'ils vont embaucher, je demande s'ils ont des projets, je demande si déjà ils ont déjà une société. Parce que tu peux avoir des auto-entrepreneurs aussi qui te sollicitent et moi, j'en accompagne pas. Donc, tu fais des critères comme ça, tu mets en place un peu un process, tu sais, le fameux système de l'entonnoir, et ça t'apporte, oui, ça t'apporte. Moi, j'en ai tous les mois des clients qui viennent comme ça. Donc oui, complètement. Et en fait, ça a deux vertus, je trouve. Ce que tu fais, c'est que tu implémentes par toi-même. Donc ça veut dire que demain, si tu rencontres un client qui est face à une problématique, tu vois que son chiffre d'affaires, il patine, mais que tu vois que c'est quelqu'un qui pourquoi pas, pourrait créer sur les réseaux, tu vois, au moins tu pourrais lui apporter ton expérience personnelle, tu vois, avec ce vrai feedback. Tu dis, ok, là c'est intéressant parce que c'est, entre guillemets, cette meuf, elle me parle de chiffres, mais en fait, à un moment donné, on parle de marketing, donc c'est cool aussi, tu vois. On n'est pas que des experts comptables, on est aussi des entrepreneurs. Ou pour mon cas, entrepreneuse. Tu vois, en fait, on y viendra, mais en créant mon cabinet, j'ai vraiment eu le sentiment de plus être coach et de passer joueuse.
Enfin, c'est bête. Pas au foot, je te rassure. Ouais. J'emmènerai pas la France bien loin. Mais vraiment, en fait, quand tu es un conseiller, quand tu es le partenaire des chefs d'entreprise, tu restes coach. Et à partir du moment où c'est ton cabinet, et là, tu rentres dans cet aspect entrepreneurial, là, tu deviens joueur. Et forcément, tu as un retour terrain qui est plus concret. Qui est plus concret parce que tu vis tous les jours, en fait. Je reviens un peu sur ce qu'on se disait juste avant. Tu vois, tu dis qu'on va discuter avec l'entrepreneur des indicateurs de performance business qu'il doit analyser ou qu'on veut analyser. À quoi ressemble cet échange ? Parce que là, il faut rentrer un peu dans le cœur de l'entreprise. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Comment tu arrives à faire émerger des indicateurs de performance qui peuvent être utiles pour faire progresser sa boîte ? Toi, excuse-moi, je le vulgarise et je fais exprès. Ouais, c'est sûr. quelqu'un qui connaît les chiffres, qui n'a jamais appris cette culture business dans le monde des études. Comment tu arrives à faire émerger des choses pour apporter cette valeur à l'entrepreneur ? Tu te dois de faire un audit. Ça veut dire que moi, quand je vends une mission de direction financière externalisée, je vends d'abord l'audit avec des conclusions, avec des recommandations. Et après, si la personne souhaite, on peut aller plus loin, etc. Et un audit, c'est quoi ? C'est, tu vois, là, tu es assis sur une chaise. Moi, je prends ma chaise, je me mets avec toi et je te pose des questions. Que tu fais en tant qu'expert comptable, parce que forcément, tu dois connaître le business, mais on va juste plus loin. Je te dis, OK, un client type, il arrive, il te connaît comment ? Il te connaît, alors il va me dire, Rocco, site internet. OK, site internet, je clique. Ah, je le trouve pas. Ah, non, mais c'est .com, c'est pas .fr. Ah, OK. Hop, reco. Tu vois, en fait, tu fais vraiment tout le cycle de production d'une boîte, cycle de vente, cycle de production. Tu te mets un peu dans la peau, un client mystère, mais pas mystère finalement, mais tu te mets dans la peau d'un client et tu vois tout ce qu'il vit. Et après, tu es sur les fonctions back-office. Et donc, forcément, si on est dans une structure qui a déjà un service comptable, tu vas avoir l'audit de ce service comptable. Et là, tu vas être plus sur... Le petit truc un peu cruel pour les comptables, ce qui n'est pas très sympa, c'est que je mets le temps de saisie d'une facture, par exemple. OK. Dès que je vois du papier, c'est une question que je me pose. Si je vois pas de papier, je la pose pas, parce que forcément, c'est automatisé. Mais le temps de saisie d'une facture, je l'avais fait sur une boîte, et en fait, il fallait aller chercher une information, revenir, ça avait mis 2 minutes et demie. Mais ça, fois le nombre de factures, c'est ouf. C'est énorme. Et tu vois, voilà, tu vas chercher un chiffre percutant. Donc, pour te répondre, tu dois passer par un audit. En fait, tu dois être au plus proche de l'entreprise. Et pour être au plus proche, tu dois porter les baskets de tous les intervenants, les parties prenantes de la boîte, en fait. Tu vois, ça, c'est trop ouf. Parce que je milite aussi souvent pour cette culture business et le fait que les étudiants, les gens qui bossent dans l'industrie, la compta, OK. Mais en fait... purée, quand tu rentres dans le business model, comment l'entreprise elle gagne de l'argent, comment elle fonctionne, tu vois, ces trucs, je trouve ça super. Franchement, je trouve que c'est le côté mais archi kiffant du job en fait. Parce que tu dis, purée, c'est lourd. Là, tu as vraiment de la valeur à apporter aux gens. C'est trop bien, tu vois. Bah ouais. Tu vois, tu pourrais prendre un truc tout basique. Enfin, tout basique, c'est pas tout bête. Mais si tu vas un peu auditer le process, bah tiens, c'est quoi les outils marketing que tu utilises pour, je sais pas, pour te faire connaître, pour faire des newsletters. Bah ouais. Ah tiens, tu vois, tu utilises HubSpot, toi, comme outil. Attends, HubSpot, ça te coûte combien à l'année ? Purée, ça te coûte 30 000 € à l'année. Mais pourquoi faire ? Enfin, vous êtes deux, ça sert à quoi, ce truc-là, tu vois ? Donc, mais en fait, ça sert à rien, ta facture. Tu n'utilises pas l'outil, tu vois. Mais utilise autre chose. Regarde comment ça te coûte. Est-ce que ça te rapporte de l'argent ou pas, tu vois ? Et en fait, je trouve ça super intéressant. En plus, tu sais, il y a un avantage à auditer, à être quelqu'un d'externe. Sans avoir même une compétence, quand on est dedans, et tu vois vraiment, moi la première, quand on est dedans, il y a des choses qu'on ne voit pas, parce qu'on vit le truc, parce qu'on est la tête dans la prod. Moi, je suis persuadée que quelqu'un vient me faire un audit, il va voir plein de choses que je ne peux pas voir parce que je suis dedans. Et donc, rien que la posture d'auditeur et de personnes externes qui posent ces questions permet de détecter des choses que des gens pleinement, mais totalement compétents ne voient pas juste parce qu'ils sont dedans. Comment tu deviens directrice de mission chez Compagnie Fiduciaire ? C'est quoi un peu ce switch qui fait que tu arrives à augmenter les gammes ? Et donc là, je pense qu'il faut aussi avoir des compétences managériales aussi. Tu vois, quel type de manager es-tu ? Comment cette histoire se construit ? Comment cette histoire se construit ? En fait, le site grandit. Il y a de plus en plus de boulot. Il y a de plus en plus de collaborateurs. J'ai suivi l'aventure assez tôt. En fait,
Il y a ça aussi. C'est que j'ai parié sur le bon cheval, si tu veux. J'ai bossé pour, mais j'ai aussi parié sur le bon cheval. Et en fait, la structure grandit. Et comme compagnie fiduciaire, c'est vraiment un cabinet qui a de belles valeurs, tu vois, des valeurs familiales, valeurs de mérite, et familiales sans être poussiéreux, tout en étant digitalisé. Donc je trouve qu'il y a un peu le bon côté des deux. Et ben en fait, quand tu es embarqué dans l'aventure et que t'as faim, on peut te donner à manger. Et ça s'est construit comme ça, où le site a grandi progressivement. Moi, j'ai évolué. Et le dernier poste que j'ai eu chez eux, c'était directrice adjointe du site parisien. Donc, il y avait 2 associés, Félicien, Payot. Et moi, j'étais alors adjointe, non associée. Parlons un peu de management dans cette expérience. Je crois qu'il y avait 60 personnes. Enfin, une 60aine, ouais. Ok. Toi, c'était quoi ton rôle de manager ici et quel type de manager es-tu? Je te pose cette question car on critique souvent, on critique, je l'entends quand même, le management dans l'expertise comptable, blablabla. Je pense que c'est une grosse valeur d'être un bon manager parce que ça permet aussi de tirer les gens vers le haut. Qu'est-ce que toi tu exiges de tes équipes et quel est le type de manager que tu es? Question complexe. Introspection. Ouais, introspection totale. Quel type de manager je suis? J'ai une première règle. Les autres ne sont pas toi. Ok. Première règle. La première erreur qu'on fait tous tout le temps, c'est de manager les autres comme s'ils étaient comme nous. D'utiliser les mots qui pourraient nous plaire, qui nous pourraient... Tu vois, moi, je marche à la pression, mais je dois sentir de la loyauté. T'as des gens, ils marchent pas du tout à la pression, et au contraire, je vais les paralyser. Les autres ne sont pas toi. Je partirai de là. Après, opérationnellement, si tu veux, j'avais moins de fonctions managériales, en fait, quand j'étais directrice adjointe, plutôt que directrice de site. Enfin, plutôt que directrice de mission, excuse-moi. Non, j'essaye d'être proche des équipes, j'essaye d'être pédagogique. Peut-être que parfois je maternais trop, je pense. J'essaye, mais je peux pas te dire... Tu vois, je suis troublée par ta question, parce que j'ai du mal à prendre du recul dessus. Je pense que j'essaye d'être proche et de me mettre dans les baskets des personnes, et peut-être parfois un peu trop. Donc ça a 2 faces. Tu sais, j'ai fait un épisode avec David Laroche, qui est sorti sur YouTube et sur épisode de podcast. Et justement, moi, c'était l'objectif de dire... on transforme l'expert comptable en producteur de chiffres, à coach de dirigeant, quoi. Ouais. Et en fait, je me disais, justement, il disait qu'il fallait surtout parler dans le canal de communication de l'autre, en fait. Parce que si tu parles dans ton propre canal, ça va résonner que pour toi. Et donc je trouve que ça, c'est déjà un super conseil de pouvoir... Mais du coup, il faut savoir aussi développer un peu son empathie et savoir se mettre à la place des autres aussi. Je pense que tout le monde n'y arrive pas toujours. Tu vois, il comprend rien, il sait pas. C'est pas normal. Normalement, tu devrais le savoir, tu vois. mais je comprends. En tout cas, ce conseil, je le trouve vraiment top. Du coup, toi, c'est par quel type de manager aimes-tu être ou as-tu aimé être managé? Ou alors, qu'est-ce que toi, tu as apprécié chez cette personne? Moi, j'aime les managers qui sont directs. J'aime ressentir une relation de confiance. Ouais. J'aime avoir des objectifs pour être, tu vois, toujours motivé. Et ressentir de la confiance et de la proximité. Je pense qu'on peut rire avec son manager. Je pense qu'on peut passer un bon moment. Et voilà, quelqu'un qui me tire toujours vers le haut. Si à un moment, c'est vrai que si à un moment, je ressens que j'ai moins à apprendre ou que la personne a moins à donner, je suis insatisfaite de ce management, forcément. Donc, tu vois... dans mon premier cabinet, j'ai été managée par quelqu'un avec qui, un confrère maintenant, qui s'appelle Hamdi, hyper sérieux, hyper technique, hyper carré. Moi, ça me parlait complètement. C'était clair, net, précis, et tu voyais qu'il y avait du temps consacré. Donc en fait, tu voyais par l'action. C'est aussi le temps que tu consacres aux équipes, je pense, qui est important. Et c'est une preuve par l'action. Et c'est pas que des mots, oui, on voit quand tu veux. Et tu fermes la porte. Ah bah non, c'est mort ça. Tu vois, c'est je prends du temps pour toi. Et voilà, quelqu'un direct, concerné, carré, avec des objectifs, une relation de confiance. Je pense que c'est important. On dresse quand même un tableau assez positif de ton expérience chez Compagnie Fiduciaire. Est-ce qu'il y a quand même des moments où ça a été un peu galère, un peu difficile? Parce qu'on peut aussi voir que c'est une profession qui nécessite aussi un engagement intellectuel, émotionnel, en temps. Est-ce que tu as des passes qui sont un peu plus difficiles, sachant que tu as aussi
eu un enfant durant cette période-là, qui n'est pas non plus une histoire de tout repos. Est-ce que tu pourrais partager un truc ? Ouais, les périodes fiscales. Hein. Chaque année, on commence, on se dit pas cette année. Ouais. Cette année, ça ira. Alors, ça va toujours, on boucle, mais tu vois, c'est dans la douleur quand même. Des moments difficiles, peut-être la gestion de l'hypercroissance, une charge de travail forte, avec une famille à côté. Et là, tu as des sujets d'équilibre de vie pro, de vie perso. Et c'est la faute de personne, quelque part. C'est la faute du succès du groupe. Donc, c'est un bon problème. C'est aussi l'occasion d'avoir des opportunités. Donc, tu vois, j'y vois pas que du mauvais. Ouais, bien sûr. Parce que c'est dans ces moments-là aussi que tu peux justement décupler tes forces, que tu te formes énormément. Alors, le but, c'est pas de dire aux gens, plus tu fais des heures, plus tu te formes, et donc il faut que tu souffres. Mais c'est un travail, je te rejoins, c'est un travail d'engagement. Si tu travailles quand même en cabinet, pour le moment, et surtout vu les sujets de recrutement qu'il y a dans la profession, on les connaît. Ceux qui bossent en cabinet, bossent beaucoup. Pour moi, derrière, il faut de très bonnes valeurs d'entreprise, du cabinet, tu vois. C'est important d'avoir des valeurs solides parce que c'est ça qui tient les gens. C'est ça qui les garde engagés. C'est ça il faut se réveiller, il faut vouloir venir, il faut être content de venir. Et il y a un côté, on combat ensemble, tu vois. Et donc, je pense que oui, c'est un travail d'engagement, c'est un travail qui est fort, c'est intensif, mais si tu as de bonnes valeurs et tu as la bonne équipe avec toi, tu es plus dans la passion que la soumission. Ouais, il faut que la team aussi elle se serre de les coudes et face à l'adversité, on puisse faire face, quoi. Carrément. C'est un peu ça l'idée. Par contre, si tu as une team éclatée, la période fiscale risque d'être... C'est plus douloureux. Ouais, très, très dur. Passons un peu sur la création de ton cabinet. Au moment où nous enregistrons, nous sommes au mois de novembre 2023. Toi, tu as créé ton cabinet mars, avril 2023 Mai 2023. Raconte-nous un peu cette genèse de création, parce que apparemment, en compagnie fiduciaire, c'était top, mais tu as créé ton cabinet. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça t'a poussé vers une autre page de ton livre ? En fait, si tu veux, c'était vraiment... soit je continuais, c'était 6 ans et demi de ma vie, 6 belles années, faites de rebondissements, mais intenses et très, très formatrices. Et soit, en fait, tu t'engages dans une boîte comme ça, on va dire toute ta carrière, soit à un moment, tu dis, un plus petit gâteau, mais mon gâteau, est-ce que c'est pas mieux avec ce que je peux créer et 100% des décisions ? Et ça, c'est normal, tu peux pas dans un gros groupe. Et t'as les avantages du groupe et forcément, t'as un peu moins d'agilité. Dès que t'as une idée, tu peux pas la sortir dans la seconde. Et moi, j'avais ce besoin, à ce moment-là, de me dire, j'ai énormément appris, c'était très cool, mais maintenant, j'ai envie de créer mon cabinet parce qu'il y a des choses, tu vois, sur la digitalisation, sur la modernité, où t'en as beaucoup chez Compagnie Fiduciaire, mais là, je voulais avoir ma patte sur le sujet et j'ai souhaité, tu vois, aller plus loin. Donc, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui s'appelle Michael, que j'ai connu dans ma première expérience professionnelle. Et donc, il était collab. Et en fait, lui, il a suivi l'amour dans plusieurs pays. Il est maintenant l'heureux papa de 2 enfants. Et en fait, il est devenu ingénieur financier et spécialisé dans l'automatisation de la data financière. Okay. Son job, il travaillait, je ne peux pas les citer, mais il travaillait pour de gros groupes. Et c'était des millions de lignes à automatiser pour sortir des indicateurs de performance. Et donc, il n'est pas expert comptable. Son job, c'est pas de faire la comptable, c'est d'automatiser les process d'une boîte. Tu vois, l'aspect opérationnel. Et moi, mon constat, c'est qu'on a besoin de collaborateurs, mais il faut leur proposer de bonnes tâches. Moi, j'ai saisi des semaines à la main. J'ai saisi dans des cartons. J'avais des boîtes qui sentaient... J'avais un boucher, il y avait du sang. Ah ouais. Donc, tu vois, on est allé loin. Là, je me dis, ok, ces nouvelles générations, elles sont pas nées comme moi avec le démineur et la dame de pique. Ouais. Tu vois, ils sont nés dans une vraie digitalisation, ils ont une exigence là-dessus, en fait. Donc, on est obligé aussi de ne pas rater le tournant digital. Et donc, on est parti dans l'aventure avec Michael. On a créé Motech Expertise. Motech, mot pour modernité, tech pour technique. Et donc, lui, en fait, optimise les process du cabinet. Il ne touche pas à la compta. Ça, c'est vraiment ma partie d'expert comptable. Mais par contre, il a une valeur ajoutée de dingue. Et sans lui, le cabinet ne serait pas le même. Et là,
Franchement, ça marche énormément. On a beaucoup de demandes et on arrive à gérer ça tranquillement parce qu'il me fait gagner un temps monstre. C'est une vraie valeur ajoutée dans une boîte. Est-ce que tu aurais justement un cas précis à nous illustrer pour comprendre justement à quel point son job il est important, je sais pas, sur un problème qu'il a réussi à résoudre grâce à ce travail d'automatisation? Ok, tu commences une mission, tu fais signer des lettres de mission. Obligation déontologique. Pour chaque mission doit être encadrée par une lettre de mission. Tu as plein de cabinets, c'est un Word où tu supprimes. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat hors cabinet, c'est choquant, ça fait mal, mais ça existe beaucoup, où c'est un Word, tu prends le modèle, tu supprimes, etc. Tu vois. Lui, il m'a fait un truc. Je tape le sirène à un endroit. Alors moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Je tape le sirène à un endroit, je mets ma propale que j'ai envoyée au client, j'ai l'ALM que je reçois par mail, que je dois checker, c'est toujours bon. Je valide, je signe, j'envoie au client. Ça m'a pris, je sais pas, ça m'a pris, on va dire, 2 minutes pour être large. Et alors qu'en fait, dans un cabinet, ça passe par le service admin. Le service admin rédige, il y a relecture. Il peut y avoir des erreurs parce qu'elles n'ont pas la connaissance, etc. Parce que le secret, c'est que pour structurer son automatisation, on s'est posés tous les deux à côté et j'ai dû, moi, lui expliquer, la profession, elle impose ça. Quand je t'envoie telle lettre de mission, c'est tel modèle. Tu vois, il faut que l'expert comptable, pour que l'automatisation soit possible, soit sur le terrain et ça soit à côté. Du coup, j'imagine qu'il a dû aussi vous aider à bien accompagner les clients. Tu vois, c'est quoi un process si un client rentre chez Motech? Ouais, Motech Expertise. Motech Expertise, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que comment lui son expérience d'entrepreneur est facilitée? Parce que en gros, on entreprend rarement pour faire sa compta, quoi. Donc pour nous, c'est une charge mentale. Comment ça se passe? Déjà, pour la proposition, la rencontre, ça dépend de qui il vient. On va dire que c'est une reco, qui est mon premier canal d'acquisition. Je le rencontre, on fait un point. Nous, chez Motech, on a une offre qui est évolutive. On part du principe qu'on ne doit pas imposer un outil à nos clients. Selon ses besoins et selon le type de client que c'est, on va lui mettre à dispo un outil. Donc en fait, t'as les clients, ils détestent la compta. C'est horrible, ça fait des boutons. Tu vois, ma mère, elle est comme ça. Ah, tu lui dis comptable, y a un truc qui pousse, c'est pas possible. Eux, on leur met à disposition un outil. Ils filent les pièces, ils n'en entendent plus parler. C'est un bonheur. Ils peuvent prendre des photos, envoyer par mail, tout ce que tu veux. D'autres, ils me disent, non, moi, je vais avoir accès, je vais avoir au moins mes flux. Bon, un autre outil, etc. Donc, en fait, un client, déjà, dans la proposition d'accompagnement, met en place un audit digital. Pour que, tu vois, il y ait cet aspect tech qui soit dès le début. On ne prend pas les clients qui font que du papier. Ou sinon, on va les aider à migrer vers le digital. Donc, tu as un audit digital. Ça définit l'outil le plus approprié pour toi. On te propose... Ça fonctionne parce qu'il est fait par rapport à des besoins. Proposition, validée. LM, comme je t'expliquais, ça va vite. OK, on passe sur un rendez-vous. Le rendez-vous d'onboarding. Il prend sur mon Calendly. Le rendez-vous qui arrange. Tac, on a le rendez-vous. Et après, on a, si tu veux, des process pour aller récupérer le mandat de la banque. Pendant le rendez-vous, on a déjà rempli, nous, en interne, comment on récupère ses factures. On lui envoie une adresse auquel il nous donne des accès pour aller récupérer directement les éléments. Mon but, Nico, c'est de passer le moins de temps à faire de la compta. J'imagine, ouais. Pour passer plus de temps à faire, tu vois, du conseil. Et c'est le process qu'on construit, qu'on perfectionne tout le temps par rapport à ça. Et on a aussi un fonds Motech derrière quand on fait des calls parce que il m'a dit que les Américains ils faisaient ça. Alors je lui ai dit d'accord. Voilà. Hyper intéressant parce que en fait cette partie-là, ça veut dire que en fait tu vas structurer ton client pour faciliter ton travail. Aussi, quels sont les outils que vous utilisez? Alors moi je n'ai pas de dogme sur les outils, mais si on peut en citer pour aussi dire qu'est-ce que vous pouvez utiliser et jusqu'à quel niveau ça peut vous faciliter la vie, vous, dans la production de la compta? En externe, en vision client, on va utiliser Dext, on va utiliser Time, on va utiliser Pennylane, DocuSign évidemment, pour que les clients puissent signer automatiquement. On utilise Power BI pour tous les reportings qu'on fait. Okay. En fait, quand on fait l'audit, après, Mickaël paramètre Power BI pour qu'on puisse mouliner le reporting en très peu de temps. Et finalement, même nous, dans notre facturation, l'audit coûte plus cher que le reporting lui-même. Et c'est ma présentation du reporting qui va coûter, mais ils peuvent avoir 100.
Donc ça, c'est plus dans la vision client. Et en interne, alors là, je ne saurais pas parfaitement te répondre parce que c'est moins moi qui agis. Logiciel comptable, on utilise Pennylane, on tient aussi sur Pennylane. Ok. On utilise Sage. Ça, c'est nos 2 logiciels, si tu veux, de prod. Et après, il y a Zapier pour l'automatisation. Il y a Typeform pour tous les... Oui, parce que quand on a des missions, notamment de création de société, on leur envoie un Typeform pour que ça puisse mouliner et que ça crée automatiquement. Je sais que Michael fait beaucoup de choses avec Zapier pour automatiser. Voilà un peu une petite liste des outils. Ça veut dire qu'un profil comme le sien, purée, ça a beaucoup de valeur pour un cabinet. Ne lui dis pas trop. Alors, en tout cas, ça te permet de concentrer sur ce pourquoi tu es payé, en fait. En réalité, on te paye pour avoir une grosse expertise technique. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu passes ton temps plus à faire ce pourquoi aussi t'es expert comptable. C'est un job de technicien, c'est un job qui apporte de la valeur, qui va aider des boîtes sur la partie juridique, financière, admin, bon bref, peu importe. Comment as-tu fait et comment fais-tu pour acquérir des clients aujourd'hui ? Là, ça fait 6-7 mois qu'on est à peu près, je sais pas, 6 mois qu'on est depuis le lancement. Est-ce que tu es contente ? Ouais. À quoi ressemble ta vie maintenant ? Initialement, j'avais déjà un portefeuille client. Donc, si tu veux, c'est ce qui est pas mal aussi, c'est que j'ai fini le 30 avril. Apparemment, le 1er mai, c'est férié. Et donc, on va dire que j'ai démarré le 2. Donc, j'avais déjà un portefeuille client. Mon principal canal d'acquisition reste la recommandation. Ok. Moi, je vais agir sur un type de clientèle, tu vois, qui est... En fait, je vais avoir plusieurs types. J'ai beaucoup de marketeurs, on va dire avec un grand M. En fait, j'ai des boîtes qui font du chiffre et qui ont un besoin de structuration, qui ont un besoin d'accompagnement et de réactivité, tu vois, d'accessibilité. Ça, c'est vraiment pour la partie acquisition. En deuxième, je vais avoir LinkedIn. Je reçois tous les jours, coucou, je cherche un expert comptable. Voilà, donc je réponds, ça dépend. Enfin, je mets toujours les critères et je vois un peu ce qu'on me répond. Et si je peux aider rapidement, en vrai, ça va. Mais le problème, c'est quand c'est trop et ça te prend du temps, Ouais, tu vois. clair. Donc, comment tu crées du bon lien, mais disons que je le faisais plus avant, pour être honnête avec toi. Et voilà, hein, c'est Reco, LinkedIn. On va sortir le site internet. Ok. C'est un peu ce que je te disais en off. Mais comme on a eu la chance d'avoir pas mal de clients tôt, on voulait vraiment se focus sur la prod, les clients, de pouvoir un peu que Michael bosse sur ses automatisations et que quand les clients, on voit qu'ils sont bien et qu'il n'y a pas de sujet, on peut passer du temps sur le site internet. Donc le site internet risque d'être un autre canal d'acquisition. Mais ça, je me rends très sincèrement, je suis totalement junior sur cette partie, je ne sais pas ce que crée un site internet en acquisition. Ça dépendra des personnes que vous arrivez à ramener dessus et de quelle manière. S'associer, du coup, avec Michael, donc j'avais compris que tu l'avais connu d'avant. Qu'est-ce qui a fait que ça match aussi ? Parce qu'il y a cet aspect technique, vous êtes complémentaires, je comprends bien, mais aussi sur l'aspect humain. C'est quoi un peu les règles du jeu au bout de 6 mois, comment vous avez fondé le projet ? Comment vous organisez tous les deux ? Est-ce que vous discutez ? Est-ce qu'il y en a un qui fait une partie du job, l'autre, et puis vous discutez pas ? Comment ça se traduit un peu dans la vraie vie ? En fait, initialement, on se connaît donc déjà depuis très longtemps. Et initialement, tu sais, c'est un peu comme quand t'es jeune et tu te dis, tiens, si on ouvrait un bar un jour. Ouais. Voilà. Référence à une série. On va dire un restaurant. Nous, c'était ça sur un cabinet. Tu vois, il m'a connue, moi j'étais stagiaire. Et je te parle pas de stagiaire expert. J'étais stagiaire. Lui, il était collab. On s'est connus vraiment il y a plus de 10 ans. Et donc, on s'est toujours dit ça. Voilà. Et on a des points communs où on s'entend bien. On se dit, mais ce serait dingue, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, tu vois. Et donc, finalement, moi, j'ai continué ma route. Lui, il a continué en tant que consultant financier. Et après, voilà, à cette croisée des chemins, je l'ai appelé. Je lui ai posé la question. Alors ? Et il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a dit, ok, moi, je touche pas la compta. Je fais, t'inquiète pas, c'est le monopole des experts comptables, donc tu ne touches pas la compta. Mais la partie informatique, la partie automatisation, qui permet de créer de la valeur. Pas de compta, pas de dossier, tout ça. Et là, il m'a dit, allez, go. Et en fait, si tu veux opérationnellement... Ah oui, on est en 100% remote, nous. Ok. Alors, j'ai un bureau. Mais en fait, je fais tous mes rendez-vous en visio. Donc, si un jour j'ai un client, on veut se voir sans aucun problème, je prends un espace de coworking avec grand plaisir. Mais sinon, je fais des restos plus que des rendez-vous clients en vrai. Tu vois, je préfère passer un bon moment et t'échanges en vrai. Mais sinon, on est 100% remote. Moi, j'ai un bureau
Donc tu vois, il m'a fait mon install par exemple, j'ai un écran incurvé, j'ai un truc de gamer. Mais, et en organisation, en fait, voilà, on fait le point, on s'appelle. Moi, je reste la présidente du cabinet. Je suis l'expert comptable et c'est un cabinet d'expertise comptable. Donc toute cette partie expertise, tu sais, il y a le monopole et c'est des choses qui sont à séparer et c'est hyper important. Lui, sa valeur, elle est vraiment informatique. Mais par contre, elle est immense. Et tous les jours, en fait, moi, mon travail, c'est de lui faire des feedbacks. Et ça, pris par ta prod, c'est un peu compliqué. C'est clair. Mais il faut le faire. Et lui dire, là, ça n'allait pas. Ça, il y a tel truc. Et lui, comme c'est pas son métier, être expert comptable, et qu'il n'agit pas sur cette zone, il le devine pas si tu lui dis pas. Et donc, en fait, je remonte les besoins d'amélioration. Ce qu'on se dit entre nous, c'est que moi, je fais ma liste au Père Noël. Ouais. Et lui, c'est... il apporte les cadeaux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on fonctionne comme ça. Et après, voilà, comme je t'ai dit, moi, je suis maman. Donc, ça me permet de vraiment ajuster aussi ma vie perso. Les rendez-vous, tu vois, les médicaux, l'école. Ça me permet aussi d'être libre, lui également. Et lui, il bosse, il est à Milan. Ok, trop et ouf. Il voyage pas mal. J'aime bien cet aspect, il remonte un peu toi tu lui remontes un peu les bugs, les problèmes. Il résout les problèmes, lui, en fait. Hein, tu vois. Ouais. Au niveau informatique, quoi. C'est vraiment... En plus, plus les problèmes sont résolus tôt, tu sais, des fois, tu as gagné 1 minute aujourd'hui, mais sauf que demain, quand il y aura la croissance encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui, ces minutes vont se démultiplier en plusieurs minutes et de temps de gagner, donc c'est top. Ta vie de maman, là, avec cette création d'entreprise, quand on crée une boîte, on est aussi un peu tout feu, tout flamme, on a envie que ça déchire, tac, tac. En plus, j'imagine que en discutant un peu avec toi, genre, t'as pas dû y aller en mode tranquille, quoi. J'appuie sur le champignon. Ouais, c'est clair. À quoi ressemble un peu ta vie, là, depuis 6 mois? Je commence tard le matin. Je commence quand même plus tard. Parce que comme ça, je lève mon fils et je passe vraiment ce moment. Je finis tard. Mais je commence assez tard. Et franchement, je vais au bureau. Je fais mes rendez-vous. Et en fait, j'ai mon Calendly. Et dès que j'ai un rendez-vous à faire avec... Alors, tous les clients ont bien sûr accès à mon Calendly. Ils choisissent le rendez-vous qui arrange. Tu vois, ça, c'était une erreur de ma part, mais je ne l'avais pas fait avant. T'imagines le temps que tu perds? Ah oui, mais je suis pas dispo à telle date, mais t'es dispo à telle date et tout. C'est horrible, et c'était une erreur de ma part, totalement, tu vois. Mon quotidien, c'est d'échanger avec mes clients. Je vais avoir une période où je vais faire de la compta pure. Donc, j'aimerais, en fait, le but, si tu veux, pour être transparente avec toi, c'est quand je sens que les process du cabinet sont vraiment bons, j'aimerais prendre un minima des alternants derrière. Je pense pour la prochaine saison des alternants. Mais il faut que je puisse leur proposer un bon produit. Tu vois, une belle expérience comptable, un peu comme à des clients finalement, tu dois faire clair. Comme ça avec tes collabs. Je demande beaucoup d'engagement, mais je dois beaucoup en donner. Donc l'idée, c'est une partie où je fais beaucoup de compta, tu vois, en début de mois, pour la mise à jour des dossiers. Je regarde un peu ce que ça dit, je passe par les logiciels, etc. Là, c'est à jour. Après, je passe sur le conseil. Je me dis, ok, j'ai mes rendez-vous de conseil de clients. Il y a aussi une partie juridique et il y a les missions financières qui tombent, de présentation, de reporting pour ceux qu'on accompagne financièrement. À date, comment tu vois la période fiscale à venir, tu vois? Comment je vois la période fiscale à venir? Je pense qu'elle ne sera pas aussi facile que la prochaine. Ok. Voilà, en fait, j'ai été obligée de mettre en premier lieu mes clients. Parce que changer de cabinet, je crée un nouveau truc, j'ai des gens qui m'ont suivi, qui me font confiance, qui me rejoignent. Et donc là, on a pour objectif de mi-novembre à décembre, énorme revue des dossiers. Et surtout, moi, j'ai un vrai sujet, c'est que j'aime bien prendre des rendez-vous avec mes clients. Alors, je le fais souvent à mi-année, tu vois, sur juin-juillet. Parce qu'après la guerre, le bilan, c'est mignon, mais c'est fini. Ouais, c'est clair. Donc, et donc, je le fais sur juin-juillet, je le fais aussi beaucoup sur décembre. On fait des rendez-vous sur une compta à jour, etc. Je la vois moins simple qu'elle pourrait l'être dans l'avenir, mais quand même plus simple qu'elle n'était grâce aux outils en fait, qu'on utilise. Tu vois, un Time, un Penny Lane, c'est de super outils si tu les paramètres correctement pour gérer ta compta. Ouais, c'est clair. Ça change quand même la vie de ceux qui font la prod. Et puis pour celui aussi qui transmet les documents, si on le fait bien, on peut aussi faciliter le job de la personne en face. Et franchement, c'est top, quoi. Ou un compto en banque en ligne. Ouais, Compto, ils font des super trucs. Donc voilà, pas mal, mais ce sera mieux. Laura, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ok. C'était un vrai plaisir pour moi d'échanger avec toi. Partagé. Je vais avoir quelques questions à te poser pour clôturer. C'est quoi un peu ton rêve à venir avec ce cabinet?
Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu sais exactement quel est ton plan, en tout cas imagé? Alors, j'ai un plan à 3 ans. Ok. J'ai un plan à 3 ans. Déjà, donc, je t'ai dit, embaucher des alternants sur la prochaine saison. Et à un moment, embaucher quelqu'un de très senior qui me réviserait les dossiers. Parce qu'en termes de nombre, j'aurais besoin d'une aide sur l'expertise. Et comme je t'ai dit, je suis la seule expert comptable. Ça, c'est que entre mes mains. Et ma vision, c'est vraiment faire moins de compta et plus de conseils. Et c'est ça le rêve. C'est qu'à un moment, le rêve, c'est que la compta se fasse toute seule. C'est l'objectif, tu vois, c'est l'utopie. C'est que ça puisse se faire. C'est que les points en suspens se fassent tout seuls. C'est que ce soit envoyé tout seul. C'est qu'on ait un maximum de connecteurs marchands qui aillent directement récupérer les factures. C'est un boulot monstre. Mais c'est que la compta puisse finir par se faire toute seule, comme ça. Tout mon temps est créateur de valeur. Ou managérial. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose et que tu as assez peu partagé dans ton entourage que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast? C'est être soi-même. Mais je te le dis pas en comme mode quelqu'un qui a fumé, tu vois. Je te dis vraiment, en fait, s'il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'à essayer d'être ce que les autres sont ou de faire comme eux, en fait, on est mauvais. On est très bon dans l'exercice d'être soi-même, je pense. Et le meilleur objectif, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Tu vois, avec ses qualités, avec ses axes d'amélioration qu'on connaît. Et donc, comme on les anticipe, on les connaît. Mais essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est pas terrible. Moi, voilà, c'est anecdotique, mais je ne me déplace qu'en trottinette. Au début, j'étais gênée d'aller chez les clients en trottinette. J'avais peur qu'ils me jugent, etc. Maintenant, je les appelle par correction pour savoir si ça les dérange pas que je dépose quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est de la correction, tu vois. Mais pas d'être jugée. Et si la personne, ça la dérange, ou si je ressens un malaise, je demande même pas et je le fais pas. Mais c'est pas la peur du jugement, ou c'est pas la peur... Tu vois, t'es pas un imposteur. Ouais, je vois. Tu seras toujours meilleur en étant toi-même qu'en essayant d'être quelqu'un d'autre. Et franchement, ça a été ma grande leçon. Donc, si je peux la partager. Mille merci, en tout cas, Laura, d'avoir fait merci à toi, merci de m'avoir reçu. L'honneur d'être ici. Si les gens veulent te retrouver, eh bien, je mettrai ton profil LinkedIn. Voilà, Laura c'est très bien. Pour qu'ils puissent voir ce que tu fais. Et pourquoi pas, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien, qu'ils puissent aussi te contacter. Vous êtes les bienvenus. Super. Merci pour tout, Laura. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Si vous l'avez kiffé, eh bien, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec les likes, les partages, les machins, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. Comme moi, ça m'a plu, eh bien, de pouvoir l'enregistrer. Je vous souhaite une belle continuation, belle soirée, bel après-midi, belle matinée, belle nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance, ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions Duno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.